Bienvenue à notre échange L'histoire humaine, telle qu'elle nous apparaît à travers les traces laissées, qu'elles soient monumentales comme à Rome ou plus fragmentaires, est marquée par un phénomène constant, l'expansion des civilisations, souvent par la conquête, parfois par l'influence culturelle. Des modèles comme ceux de, disons, l'islam médiéval ou de l'Occident moderne se sont étendus. Oui, et cette expansion, elle soulève inévitablement une question éthique fondamentale, particulièrement quand on examine les récits et les vestiges qui nous parlent autant de grandeur que bien souvent de brutalité. C'est précisément le cœur de notre discussion aujourd'hui, nourri par ces matériaux historiques. Ces vastes mouvements d'expansion, malgré la violence et la coercition souvent impliquées, et bien documentées d'ailleurs, peuvent-ils être considérés avec le recul comme ayant globalement contribué au progrès humain, par la diffusion d'innovations, la création d'ordres plus larges? Ou bien au contraire, faut-il y voir avant tout une faillite morale, une destruction, injustifiable de la diversité humaine? C'est une question très complexe, oui, car elle nous force à confronter les bénéfices, souvent matériels ou intellectuels, qui sont mis en avant par certains récits, avec le coût humain et culturel qui est tout aussi présent dans nos sources. Alors, de mon côté, je défendrai l'idée que, malgré leurs aspects sombres indéniables, ces expansions ont joué un rôle de catalyseur historique. Elles ont, souvent involontairement d'ailleurs, accéléré la circulation des idées, des techniques, des modes d'organisation qui ont façonné le monde actuel. Et moi, je proposerais la perspective inverse. Ces entreprises d'expansion représentent une négation fondamentale de l'éthique. La violence qui est inhérente à la conquête et la destruction culturelle qu'elle entraîne, eh bien pour moi, elle l'emporte sur toute justification a posteriori basée sur un prétendu progrès, progrès d'ailleurs défini par le vainqueur. Bon, pour étayer ma position, penchons-nous sur des exemples concrets issus de nos sources. Prenez Rome. Au-delà de la conquête militaire, ce que les vestiges, les textes nous montrent, c'est la mise en place d'infrastructures, ces fameuses routes romaines qui sillonnent l'Empire, d'un système juridique aussi qui a évolué pour intégrer de plus en plus de populations, et d'une administration capable d'assurer une stabilité relative sur d'immenses territoires, ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine. On voit aussi la citoyenneté romaine s'étendre progressivement, même si elle n'était pas uniforme. Des régions comme la Gaule sont profondément transformées, adoptant langue, coutumes, institutions latines. Je ne conteste pas ces transformations, bien sûr, mais il faut immédiatement apporter une nuance et détail. Cette Pax Romana, c'était la paix des légions. Elle a été imposée par la force. Et cette citoyenneté, même étendue par l'édit de Caracalla en 212, elle masquait mal des hiérarchies sociales très fortes. Pensez juste à la distinction juridique entre les honestiores, les notables, et les humiliores, les plus modestes. Surtout, elle s'accompagnait d'une exploitation économique très réelle des provinces et d'un regard souvent condescendant sur les peuples jugés barbares avant leur assimilation. N'est-ce pas là le signe que ce progrès, il était avant tout au service de Rome? C'est une critique pertinente, oui, sur la nature de cette intégration, je vous l'accorde. Mais regardons un autre cas, l'expansion islamique précoce. Les chroniques de l'époque et les études postérieures sur ce qu'on nomme parfois l'âge d'or abbasside mettent en lumière un formidable effort de traduction et de synthèse des savoirs antiques, notamment grecs, qui ont ainsi été préservés et transmis. On assiste à d'importants développements en mathématiques, en médecine, en philosophie. L'unification de vastes régions sous une administration et une langue, disons, liturgique et savante commune, l'arabe, a créé un espace d'échange intellectuel sans précédent à l'époque, comme en témoignent par exemple les bibliothèques de Bagdad ou de Cordoue. Oui, encore une fois, l'effervescence intellectuelle de certaines élites dans les grands centres urbains, elle est indéniable. Mais à quel prix s'est faite cette unification islamique? Il faut rappeler qu'elle a résulté de la conquête militaire d'empires parfois millénaires, comme la Perse sassanide, ou de larges pans de l'Empire byzantin. Alors, certes, ces empires connaissaient peut-être des difficultés, mais leur structure politique, leur structure culturelle ont été démantelées. Et puis, l'idéal d'unité de l'Oumma, la communauté des croyants, a très vite été mis à mal par des guerres civiles, par des fragmentations politiques, ce que les sources historiques décrivent d'ailleurs abondamment. Peut-on vraiment parler d'un progrès stable et unificateur quand les divisions internes sont si profondes et si précoces? Tragique de la colonisation, force est de constater qu'elle a été le vecteur de diffusion planétaire des idées des Lumières, de la science moderne issue de la révolution scientifique et des technologies nées de la révolution industrielle. Les sources primaires, les analyses historiques montrent à quel point ces mouvements ont remodelé les sociétés à l'échelle mondiale, introduisant de nouveaux paradigmes intellectuels et techniques.
Parfois, ces expansions ont aussi mis fin à des fragmentations politiques jugées, disons, anarchiques, ou à des pouvoirs considérés comme oppressifs ou inefficaces, comme lorsque Qin Shi Huangdi unifie la Chine au IIIe siècle avant notre ère, en mettant fin à la période des royaumes combattants, même si ces méthodes furent brutales. Les contacts, même conflictuels, pensons aux échanges culturels en Méditerranée facilités par les Phéniciens, ou même aux croisades qui paradoxalement ont pu ramener en Occident certains savoirs antiques via le monde musulman, peuvent stimuler l'innovation. Le progrès, historiquement, semble rarement se faire sans heurts, sans résistance. Et c'est précisément là que nos perspectives divergent fondamentalement. Parce que pour moi, l'argument central est que l'imposition par la force d'un modèle extérieur, quelle que soit la supériorité alléguée de ce modèle, eh bien, ça constitue une violence éthique première, indépassable. Les bénéfices éventuels, qui sont souvent mesurés a posteriori et selon les critères du vainqueur, ne peuvent tout simplement pas justifier la destruction et la souffrance infligées. Et les preuves de cette violence systémique, elles abondent dans les matériaux dont nous disposons. Les récits de conquête sont remplis de massacres, que ce soit lors de la prise de Jérusalem par les croisés, des campagnes mongoles ou de la conquête des Amériques. L'asservissement était une institution centrale dans de nombreuses sociétés antiques, y compris, rappelons-le, la Grèce démocratique ou Rome républicaine. La brutalité de la répression des révoltes, comme celle des Cipayes en Inde au XIXe siècle, ou le fonctionnement de l'Inquisition, sont largement documentés. Même des figures que la postérité a parfois idéalisées, comme le pharaon Ramsès II, nous apparaissent à travers certaines sources égyptiennes comme des souverains obsédés par leur propre gloire, prompts à réécrire l'histoire et dont le règne s'appuie sur une puissance militaire écrasante. Je ne nie absolument pas cette violence, non, elle est omniprésente dans les récits historiques, c'est un fait. Mais faut-il pour autant occulter complètement les tentatives, même maladroites ou ambiguës, d'instaurer un ordre perçu comme plus juste ou plus stable par les acteurs de l'époque ? On trouve par exemple des inscriptions, comme celle du gouverneur égyptien Amenni sous le Moyen Empire, qui se vantent d'avoir protégé les faibles et assuré la prospérité pour tous. N'est-ce pas là le signe d'une conscience, au moins affichée, d'une responsabilité allant au-delà de la simple prédation ? Mais ces déclarations, souvent gravées dans la pierre pour l'éternité, elles relèvent fréquemment de la propagande royale ou aristocratique. Elles servent à légitimer un pouvoir qui, dans les faits, repose sur la coercition. Plus fondamentalement, au-delà de la violence physique directe, l'expansion civilisationnelle implique quasi systématiquement une destruction culturelle massive. L'imposition d'une langue, d'une religion, d'un système de valeurs étrangers entraîne l'éradication ou au mieux la marginalisation et la dévalorisation des savoirs, des croyances, des modes de vie locaux. L'impact sur les cultures autochtones des Amériques ou de l'Australie est catastrophique. Irréversible. On peut penser aussi à la politique de l'empereur chinois Qin Shi Huangdi, qui, selon la tradition historiographique ultérieure, aurait fait brûler les livres des écoles philosophiques rivales pour imposer son modèle légiste, une philosophie politique autoritaire privilégiant des lois strictes et un pouvoir centralisé. Ou encore au mépris flagrant affiché dans certains textes mésopotamiens envers les peuples voisins non sédentarisés, décrits comme ne connaissant pas le grain et manquant de manière civilisée. Plus près de nous, la politique britannique en Inde visant explicitement à former une élite indigène, indienne par le sang et la couleur, mais anglaise par les goûts, les opinions, la morale et l'intellect, comme l'écrivait Macaulay. Ça illustre parfaitement cette volonté d'assimilation forcée, documentée par les archives coloniales. Oui, mais ces interactions forcées n'ont-elles pas aussi créé, peut-être paradoxalement, de nouvelles formes culturelles ? Les sources archéologiques, artistiques témoignent souvent de syncrétismes fascinants, de métissage où les traditions se rencontrent et se transforment. L'art gréco-bouddhique du Gondara, né de la rencontre entre l'hellénisme et le monde indien après les conquêtes d'Alexandre, en est un exemple frappant. L'influence phénicienne, peuple de navigateurs, de commerçants, a diffusé l'alphabet, des techniques artisanales dans toute la Méditerranée. Ces mélanges ne sont-ils pas aussi une forme d'enrichissement, même s'ils naissent de la contrainte ? Un enrichissement pour qui et surtout à quel prix ? Souvent, ce métissage se fait sur les ruines d'une culture dominée, dont seuls quelques éléments, disons folkloriques ou superficiels, survivent, intégrés dans le modèle dominant. Et cela nous ramène à la question des motivations. Était-elle réellement tournée vers un quelconque progrès partagé ? Personnellement, j'en doute fort. Les sources sont souvent très crues sur les véritables moteurs de l'expansion. La quête de ressources naturelles, l'appât du gain, la recherche de puissance et de prestige pour les souverains et les élites guerrières.
L'objectif affiché par Vasco de Gama en arrivant aux Indes, trouver des chrétiens et des épices, résume assez bien ce mélange d'idéologies religieuses et d'intérêts commerciaux. La démesure des constructions de Ramsès II, par exemple, témoigne avant tout de sa propre glorification. L'exploitation systématique des ressources de l'Inde par la Compagnie britannique des Indes orientales, puis par la couronne, visait l'enrichissement de la métropole. Le prosélytisme religieux, qu'il soit chrétien ou musulman, a très souvent servi de justification commode à des ambitions politiques et économiques. L'idée même qu'il existerait un progrès universel, une sorte d'échelle unique sur laquelle toutes les sociétés devraient être mesurées, me semble être une illusion profondément ethnocentrique. Chaque culture développe ses propres réponses aux défis de son environnement, ses propres formes d'organisation, de savoir. Les travaux ethnographiques sur des sociétés comme les aborigènes d'Australie, chasseurs-cueilleurs, ayant développé une connaissance intime et une gestion durable de leur environnement pendant des millénaires sans agriculture, remettent sérieusement en question nos hiérarchies de développement. Qualifier leur mode de vie d'arriéré et justifier sa destruction au nom du progrès est pour moi éthiquement indéfendable. Enfin, n'oublions pas que l'imposition par la force engendre presque toujours des résistances, des haines et des instabilités futures. Les nationalismes européens modernes sont en partie nés en réaction à l'hégémonie napoléonienne. Les frontières arbitraires tracées par les colonisateurs continuent de nourrir des conflits en Afrique et au Moyen-Orient. Les divisions au sein même du monde musulman, malgré l'idéal unificateur, témoignent des tensions nées des premières conquêtes et des luttes de pouvoir qui ont suivi. La domination laisse des cicatrices profondes, durables. Vous soulevez là, oui, le cœur du dilemme éthique. Cette tension entre le développement matériel ou organisationnel, les routes romaines, le droit unifié, les avancées scientifiques, et le coût humain et culturel, les massacres, l'asservissement, la perte des langues, des traditions, est vraiment au centre de notre désaccord. Peut-on même établir une commune mesure entre ces éléments ? Quand on observe les pyramides d'Égypte, prouesse architecturale indéniable, les sources administratives archéologiques suggèrent aussi un effort colossal, potentiellement très lourd pour la population mobilisée. Comment peser cela ? C'est précisément là où une approche purement utilitariste, qui chercherait à calculer les bénéfices nets, me semble complètement échouée. La valeur d'une culture anéantie, la souffrance de générations soumises à la domination, la perte d'autonomie d'un peuple, tout ça ne peut pas être simplement mis en balance avec la construction de quelques aqueducs ou la diffusion d'un nouveau système philosophique. L'archéologie nous révèle constamment la richesse, la complexité de sociétés qui ont été balayées par la conquête. Pensons aux cultures précolombiennes, avec leurs systèmes sociaux élaborés, leurs réalisations artistiques uniques, ou même aux sociétés européennes pré-romaines, comme celles qui ont produit l'art absolument stupéfiant des grottes de Chauvet au Lascaux. Considérer leur disparition comme un simple dommage collatéral du progrès me paraît éthiquement insoutenable. La perte est irréparable et sa valeur intrinsèque échappe à toute comptabilité matérielle. Je comprends votre insistance sur l'irréparable et la valeur intrinsèque de chaque culture, mais si l'on revient aux motivations, vous semblez les réduire essentiellement à l'intérêt matériel et à la quête de pouvoir, en dénonçant l'hypocrisie des justifications idéologiques. Vous citez l'Inde britannique, Rome, l'islam conquérant. Bien sûr, l'intérêt personnel est un moteur puissant, visible chez un Ramsès II par exemple, c'est évident, mais peut-on exclure totalement la possibilité d'une conviction sincère chez certains acteurs ? N'y avait-il pas des administrateurs romains convaincus d'apporter la civilisation, des missionnaires chrétiens ou des prédicateurs musulmans persuadés d'offrir le salut, des penseurs des Lumières croyant de bonne foi à la supériorité de la raison et à la nécessité de l'exporter même par des moyens coercitifs ? Les sources sur l'expansion musulmane initiale mentionnent souvent l'ardeur religieuse des combattants. La diffusion de la citoyenneté romaine, même imparfaite, a pu être perçue par certains provinciaux comme une réelle amélioration de leur statut, une forme d'intégration désirable. Ne faut-il pas admettre une complexité des motivations, où l'intérêt se mêle parfois à une forme d'idéalisme, aussi erroné puisse-t-il nous paraître aujourd'hui ? Admettre la complexité, oui, bien sûr, mais sans tomber dans l'angélisme ou la justification rétrospective. La sincérité subjective d'un conquérant ou d'un colonisateur ne change absolument rien à la nature objectivement violente et destructrice de ces actes pour ceux qui les subissent. Croire agir pour le bien d'autrui en lui imposant sa propre vision du monde par la force est une posture éthiquement problématique en soi. Et très souvent, cette rhétorique de la mission civilisatrice ou de la vraie foi peine à masquer des intérêts bien plus concrets.
La distinction très tranchée opérée par les scribes mésopotamiens entre nous, les civilisés, et eux, les barbares, servait avant tout à légitimer la domination et l'exploitation des voisins. Les chroniques des croisades montrent clairement comment les motivations religieuses affichées se combinaient avec les ambitions territoriales des seigneurs, les intérêts commerciaux des cités italiennes. Le fait que la conversion à l'islam dans les premiers siècles ait été encouragée par des avantages fiscaux pour les convertis illustre bien ce mélange constant entre le spirituel et le temporel. Je persiste à penser que l'intérêt matériel, politique ou de prestige reste le moteur prédominant et que l'idéologie vient le plus souvent l'habiller et le légitimer a posteriori. Cette question des justifications nous conduit naturellement à interroger la tension entre l'idée d'une possible universalité de certaines valeurs ou de certains modèles et la défense du pluralisme culturel que vous prônez. Mon argumentation initiale suggérait qu'à travers l'histoire, on observe peut-être une certaine convergence, documentée par nos sources, vers des formes d'organisation jugées plus efficaces pour gérer des sociétés à grande échelle. Le développement du droit écrit dès la Mésopotamie, l'émergence de la pensée rationnelle, philosophique en Grèce, la méthode scientifique moderne, voire les idéaux démocratiques ou républicains. Ces éléments, qui se sont diffusés souvent par l'expansion, ne représentent-ils pas une forme de progrès potentiellement partageable, dépassant le cadre d'une culture unique ? Je reste extrêmement méfiante face à cette idée de convergence vers un modèle unique, prétendument supérieur. C'est le plus souvent le reflet d'une perspective occidentale qui a longtemps érigé sa propre trajectoire historique en normes universelles. Or, les sources elles-mêmes, lorsqu'on les examine sans préjugés, nous montrent la richesse et la profondeur de traditions de pensée, d'organisations radicalement différentes, en Chine, en Inde, dans le monde islamique prémoderne ou dans les sociétés amérindiennes. Chaque culture possède une valeur intrinsèque et a développé des solutions originales. L'archéologie, l'anthropologie ne cessent de révéler la complexité et l'ingéniosité de sociétés parfois sans État, sans écriture, remettant en cause nos hiérarchies évolutionnistes simplistes. Imposer un modèle unique, même s'il se part des atours de l'universalité, revient à appauvrir le patrimoine commun de l'humanité et à nier la légitimité d'autres manières d'être au monde. La véritable universalité réside peut-être justement dans la reconnaissance de cette diversité fondamentale. Abordons pour finir la question de l'héritage à long terme. Ma thèse est que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, interconnecté, globalisé, façonné par les États-nations, la science, la technologie moderne, est pour une large part le produit direct de ces expansions passées, aussi douloureuses fussent-elles. Les infrastructures héritées de Rome, les systèmes numériques utilisant les chiffres dits arabes qui sont en fait d'origine indienne mais transmis par le monde arabo-musulman, l'alphabet latin que nous utilisons, les concepts politiques nés des Lumières et diffusés par la colonisation, les réseaux commerciaux mondiaux, tout cela découle de ces dynamiques d'interaction forcée. Les sources historiques montrent sur le long terme comment les civilisations se sont mutuellement influencées, transformées par ces contacts, parfois violents, l'orientalisation de la Grèce archaïque, l'impact des conquêtes mongoles sur l'Eurasie, l'héritage ottoman dans les Balkans. Nous sommes les héritiers de cette histoire complexe. C'est indéniable. Je vois cet héritage sous un jour beaucoup plus critique. Pour moi, le legs principal de ces siècles de domination et d'expansion, c'est un monde traversé par des inégalités structurelles profondes qui sont très souvent le prolongement direct de l'exploitation coloniale ou impériale. Les sources sur la décolonisation, par exemple, décrivent les difficultés économiques et sociales immenses des nouveaux États, souvent liées à la désarticulation de leurs économies traditionnelles, à leur dépendance envers l'ancienne métropole. Les traumatismes historiques liés aux conquêtes, à l'esclavage, à la tentative d'effacement des cultures locales pèsent encore lourdement sur les mémoires collectives et continuent d'alimenter méfiance et conflits. Les frontières artificielles dessinées à la règle par les puissances coloniales, sans tenir aucun compte des réalités ethniques ou géographiques, sont une source permanente de tensions, de guerres civiles dans de nombreuses régions du monde. Les identités fracturées, le ressentiment persistant entre anciens dominateurs et dominés, voilà aussi, et peut-être surtout, ce dont nous avons hérité. Bon, pour conclure notre discussion, je maintiens ma position. L'expansion civilisationnelle, malgré sa brutalité indéniable et la complexité de ses motivations que nos sources révèlent, a joué un rôle de catalyseur historique majeur. En forçant les contacts et en diffusant, même involontairement, des innovations, des modèles d'organisation, elle a contribué,
souvent dans la douleur, c'est vrai, à façonner le monde interdépendant et technologiquement avancé qui est le nôtre aujourd'hui. Uni de l'autonomie et de la dignité des peuples est telle qu'il invalide toute tentative de les justifier au nom d'un progrès linéaire et imposé. Les sources historiques nous offrent non seulement le récit des vainqueurs, mais aussi, heureusement, des aperçus de la richesse des mondes disparus et des alternatives écrasées. Les inégalités et les blessures profondes qui marquent notre présence sont, à mon sens, le véritable héritage de cette histoire de domination. La diversité humaine aurait pu et elle aurait dû emprunter d'autres voies. Il est évident que porter un jugement sur ces vastes processus historiques est une tâche délicate. Il faut se garder de l'anachronisme, bien sûr, tout en assumant une responsabilité éthique face à l'histoire, notamment face aux souffrances que nos sources documentent si abondamment. Ces matériaux nous montrent des constantes dans les mécanismes de pouvoir, de justification, de résistance. Tout à fait. Et ces dynamiques anciennes, la confrontation entre modèles de société, la tension entre prétentions universalistes et résistances particularistes, la légitimation de la puissance, trouvent un écho absolument saisissant dans nos débats actuels sur la mondialisation, les interventions extérieures ou le dialogue interculturel. L'étude de ces phénomènes historiques complexes reste donc essentielle pour comprendre les enjeux de notre propre temps. Les matériaux que nous avons évoqués sont, je crois, loin d'avoir livré tous leurs secrets et continuent d'alimenter notre réflexion.